mais vous adorez ça, donc voilà. Alors, la région du Caucase, je ne sais pas si vous situez, mais c'est une région qui se situe, disons, plus ou moins entre la Russie, le Proche-Orient et la Turquie, et qui est aussi délimitée par deux mers. À l'ouest, il y a la mer Noire, et à l'est, il y a la mer Caspienne. Il y a une chaîne de montagnes qui en fait traverse plus ou moins le pays entre la mer Noire et la mer Caspienne, qui s'appelle justement la chaîne de montagnes du Caucase. Et c'est cette chaîne de montagnes qui donne son nom à l'ensemble de la région. Le point culminant du Caucase est à 5165 mètres d'altitude. Il s'appelle le mont Ararat et c'est un endroit biblique que l'on retrouve dans l'Arche de Noé. Il y a d'autres histoires de la mythologie antique qui se déroulent dans le Caucase, notamment l'histoire de la Toison d'Or qui en fait se déroule en Géorgie. Donc, dans une certaine mesure, le Caucase est le berceau de la civilisation gréco-romaine. Alors, au nord du Caucase, donc de l'autre côté de la chaîne de montagnes, on est déjà dans la Fédération de Russie. Et on trouve toute une série de petits États qui officiellement font partie de la Fédération de Russie. Et au sud, on a trois pays, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Alors, pour vous situer un petit peu, la Géorgie, c'est celui qui est plus à l'ouest, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Arménie au sud. Et au sud encore de l'Arménie, on trouve la Turquie et l'Iran. Alors, c'est une région du monde qui a été longtemps assez isolée de par sa situation géographique et également politique, puisqu'elle a un jour fait partie de l'URSS. Et c'est une région qui lentement sort de son isolement, mais qui est toujours soumise à une influence russe très importante. Les trois pays du Caucase, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sont membres du Conseil de l'Europe et reconnaissent la juridiction de Strasbourg. Alors au niveau de la géographie et plus précisément du climat, dans les régions montagneuses, on a beaucoup de pluie et des hivers assez rigoureux. En Arménie, en hiver, on peut avoir des températures qui vont jusqu'à -20, -30. Mais dans le sud du Caucase, on a un climat qui est plutôt tempéré, voire agréable. Notamment la côte de la mer Noire, où on a un climat sans hiver, ce qui en fait un lieu de villégiature très prisé par les Russes. Et c'est également une région dans laquelle on cultive du thé, tellement le climat est clément, donc c'est assez intéressant. Alors, d'une part, on a la mer Noire, qui est une mer presque fermée, à l'exception du détroit de Bosphore. Et à l'est, on a la mer Caspienne, qui est peu profonde et qui est très riche en pétrole. Il suffit de creuser, on trouve du pétrole dans la mer Caspienne. La situation politique, alors il y a beaucoup de problèmes politiques dans cette région et il y a un double facteur d'instabilité. Il y a d'abord la situation externe du Caucase, c'est-à-dire que pour de nombreux États et de nombreuses régions, il y a des frontières qui ne sont pas reconnues ou qui sont reconnues uniquement par la Russie ou uniquement par un pays ou l'autre, et donc ça pose énormément de problèmes, comme vous vous en doutez. De façon interne, il y a également un grand déficit démocratique dans ces pays. Il n'y a que la Géorgie qui se porte un peu mieux au niveau de la démocratie, mais les autres pays sont assez autoritaires. Au niveau de la population, la croissance démographique est fortement liée à la religion. À l'ouest, on est plutôt chrétien et à l'est, plutôt musulman. Et la population musulmane croît plus vite que la population chrétienne. Et au nord-ouest et dans le sud de la Russie, donc de l'autre côté de la chaîne de montagne, il y a un très grave déclin démographique. Alors, il y a énormément de groupes ethniques qui vivent dans ces régions et qui parlent leur propre langue. Je vais vous en citer quelques-unes. Ne me détestez pas, mais nous avons le groupe caucasien,
qui est composé des Circassiens, des Géorgiens, des Dagestanis et des Vénaks. Ensuite, il y a les langues indo-européennes qui donc s'apparentent à l'iranien. Parmi ces langues indo-européennes, il y a l'arménien, l'iranien, qui est lui-même divisé en d'autres langues telles que le kurde. Il y a le grec et il y a des langues slaves comme le russe. Mais il y a également des langues altaïques comme le turc. Il y a 6 variétés de turc qui sont parlées dans le Caucase, ainsi que le mongol. Donc voilà pour la diversité linguistique. Je ne sais pas à quoi ressemble le marché de l'interprétation là-bas, mais ça ne doit pas être triste. Alors, au niveau de la religion, en Arménie et en Géorgie, on est plutôt chrétien, mais ce n'est pas le même christianisme que dans nos régions. Il y a un schisme qui s'est opéré au 5e siècle après Jésus-Christ, et on trouve par exemple en Géorgie pas mal d'orthodoxes qui s'apparentent beaucoup aux orthodoxes russes. Alors qu'en Arménie, on est plutôt monophysite, c'est-à-dire que c'est une version du christianisme qui ressemble plutôt à celle des Coptes d'Égypte, des Syriens et des minorités chrétiennes d'Irak. En Azerbaïdjan, la population est musulmane et il y a les 2 types d'islam, donc en Azerbaïdjan, les chiites et les sunnites. Alors, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Lorsque l'Union soviétique existait encore, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient ce qu'on appelle des républiques socialistes soviétiques, donc des RSS. Elles sont devenues indépendantes, si je ne me trompe pas, en 1991. Mais lorsqu'elles étaient dans l'Union soviétique, elles étaient des républiques fédérées, c'est-à-dire que c'est un statut de première classe parmi les fédérations de Russie. Par contre, les républiques de Tchétchénie, d'Ossétie, d'Abkhazie, du Daghestan, qui sont des républiques plus au nord, qui sont plutôt du côté de la chaîne montagneuse, étaient des républiques autonomes, c'est-à-dire que ce sont des entités fédérées de 2e classe. Alors, il y a de nombreux problèmes politiques dans la région. Au niveau de la Géorgie, les problèmes se situent surtout en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Alors, quelques mots sur l'Ossétie. L'Ossétie, c'est une région qui se trouve justement au niveau de la chaîne de montagnes. Il y a l'Ossétie du Nord qui est en Russie, donc dans la Fédération de Russie, et l'Ossétie du Sud qui en fait fait partie de la Géorgie. Mais c'est le même groupe ethnique et historiquement c'était une seule nation en quelque sorte. Donc là, l'Ossétie du Sud fait partie de la Géorgie, mais historiquement, traditionnellement, c'est plutôt un peuple qui est russe. Et donc là, il y a beaucoup de conflits, et principalement à cause du fait que c'est justement en Ossétie du Sud que se trouve le seul point de passage de la chaîne montagneuse. C'est le seul endroit où on peut passer de la Fédération de Russie au pays du Caucase. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, en Arménie et en Azerbaïdjan, il y a également beaucoup de problèmes, notamment autour de la République autoproclamée de Transcaucasie du Haut-Karabagh. Alors, le Haut-Karabagh, c'est en fait une espèce de... Voyons voir où est-ce qu'il est. Non, je n'ai pas mis sur ma carte, mais c'est une zone en fait qui est en Azerbaïdjan, qui est entièrement en Azerbaïdjan, mais qui est administrée par l'Arménie. Donc vous imaginez le genre de problème que ça peut poser. Oui. Quoi d'autre? Vous en voulez encore ou pas? J'en ai encore beaucoup. Hein. Ok, parfait. Alors, l'économie. Donc ce sont des pays qui ont un héritage soviétique, c'est-à-dire que l'administration était soviétique à l'époque. On misait énormément sur l'industrie, puisque l'industrie c'était des ouvriers, et les ouvriers sont également à la base du système communiste. Mais évidemment, après la fin de l'URSS, l'industrie s'est effondrée. Donc la situation économique de ces pays n'est pas brillante. Alors quelques chiffres. Quelques PIB. Alors, la Géorgie a un PIB de 16,14 milliards de dollars. L'Arménie de 10 milliards environ.
et l'Azerbaïdjan de 73,56 milliards. Pour vous donner une idée de comparaison, le PIB de la Belgique est à 524,8 milliards. De plus, c'est un PIB qui est difficile à calculer parce qu'il est gonflé par le pétrole. Notamment, vous voyez que l'Azerbaïdjan a un PIB bien plus élevé que ses voisins. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, on exploite énormément de pétrole dans la mer Caspienne et l'Azerbaïdjan est le seul pays à avoir la mer Caspienne, en fait avec la côte de la mer Caspienne. Quoi d'autre? Ah oui, des chiffres sur la corruption que j'ai trouvé assez intéressant. Il y a en fait un indice de transparence internationale sur la corruption et ils reçoivent des notes sur 100. Donc plus la note est élevée, moins le pays est corrompu. La Géorgie à 52%, l'Arménie 35% et l'Azerbaïdjan 29%. Donc vous voyez que ici la Géorgie fait des progrès et se démarque un petit peu de ses pays voisins. Alors la Géorgie justement a voulu adhérer à l'OTAN, mais cela n'a pas abouti. Pourquoi? Eh bien parce que il y a encore beaucoup trop de problèmes avec notamment l'Abkhazie. L'Abkhazie, c'est un territoire qui est sur la côte de la mer Noire et qui est à la limite de la chaîne de montagnes et donc de la Russie. Et c'est un territoire qui a un grand potentiel touristique, mais qui a été gravement abîmé par les différentes guerres. Et c'est un territoire que la Russie essaie de reprendre progressivement. Alors la Géorgie, c'est un pays qui est de facto davantage rattaché à la Russie, dans le sens où la population géorgienne utilise des passeports russes. Et ils ont la monnaie russe également, donc le rouble. Oui, voilà. Alors, il y a l'Ossétie, ça je vous en ai déjà parlé. Oui, voilà. Donc ça, c'est le grand problème de la Géorgie, c'est que l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie se sont autoproclamés indépendants. Sauf que pour la Géorgie, ben non, pas question, ça fait partie de leur territoire et ils font partie de la Géorgie. Mais comme ce sont des régions qui sont plutôt russophiles, la Russie les soutient. Donc la Russie soutient l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, alors que la Géorgie dit non, ça fait partie de mon territoire. L'Arménie a connu un génocide dans les années 1915-1916 et c'est un génocide qui est encore très présent dans la mentalité et dans l'identité nationale. L'Arménie est un pays qui se voit plutôt comme un pays survivant et c'est un génocide qui a eu lieu en fait dans ce qui fait maintenant partie du territoire turc mais qui à l'époque était arménien. Il y a eu 1 200 000 morts. Le génocide arménien a été reconnu en avril 2015 par les parlements de 24 pays, mais pas par la Turquie. Donc ça pose encore beaucoup de problèmes, disons, diplomatiques avec la Turquie, et c'est un élément de déstabilisation pour les relations entre l'Arménie et le reste du monde. Alors pour l'Azerbaïdjan, là c'est le pays donc si vous vous rappelez qui est à l'est et qui a disons l'accès à la mer Caspienne. L'Azerbaïdjan c'est le pays le plus riche des trois parce que justement il y a du pétrole. Alors pour la petite histoire, les frères Nobel, que vous connaissez des prix Nobel, ont fait leur fortune grâce au pétrole en Azerbaïdjan. Alors, oui, quelques mots sur le versant nord et après j'arrête avec tout ça. Donc au nord, ça fait partie de la Fédération de Russie. Ce sont des républiques autonomes mais qui n'ont pas de personnalité internationale. Et toute tentative de ces nations de gagner en indépendance est sévèrement réprimée par la Russie. Ce qui fait que ces républiques autoproclamées, qui sont en fait musulmanes, se radicalisent. Elles sont soutenues par les pays musulmans, et donc elles sont opposées à la Russie et soutenues par les pays musulmans. Ce qui donne à Vladimir Poutine un argument pour se lancer dans la lutte contre le terrorisme
c'est que en fait, quelque part, il veut lutter contre ses propres problèmes avec les musulmans. Bon, vous voyez un peu l'amalgame. Et notamment par rapport aux Tchétchènes, parce que la Tchétchénie fait partie de ces républiques qui est au nord de la chaîne de montagnes. Alors, il y a encore des attentats qui sont perpétrés par des Tchétchènes de temps en temps, et notamment récemment, il y avait celui du marathon de Boston. Et alors, en Syrie, il y a également beaucoup de combattants tchétchènes. Alors, la probabilité de résolution du conflit, pour le moment, est pratiquement nulle, car c'est un conflit qui est qui est une opposition entre la Russie et toute la région du Proche-Orient. Donc, vous connaissez la situation actuelle, c'est loin d'être résolu. Et voilà, c'est un problème qui concerne la Tchétchénie et le Daghestan principalement. Alors j'ai encore tout un volet sur les relations avec l'Union européenne, mais je pense que vous en avez eu assez pour aujourd'hui, donc la suite au prochain épisode.